Donc, bonjour Michael et merci Bonjour. d'avoir accepté cette invitation de RA Pro dans la continuité des interviews sur le thème des métaverses. Du coup, on va commencer par une question toute simple, hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter, et donc vous et vos activités? Eh bien, donc, je suis Mickaël Storin, je suis psychologue, psychanalyste. Il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai fondé l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Puis, quelques années après, j'ai imaginé le fait de soigner avec des jeux vidéo. Je suis l'auteur de plusieurs livres et le prochain livre qui va sortir le 8 septembre, qui va s'appeler Les réseaux asociaux chez Larousse. Et ma dernière activité, c'est que j'ai fondé l'École des héros, qui est une prise en charge alternative pour des jeunes souffrant d'addiction aux jeux vidéo en ligne, décrocheurs scolaires, phobies scolaires, atypiques, et je favorise leurs compétences de passionnés de jeux vidéo en passant de l'addiction à la création. D'accord. Alors du coup, vos activités recoupe le sujet de cette série d'interviews, donc qui sont les métaverses ou les métavers en français. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce qu'est pour vous un métavers? Et est-ce qu'on en aurait un seul? Est-ce qu'on en aurait plusieurs? Est-ce qu'on sépare la réalité augmentée de la réalité virtuelle? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, bon, on va dire que c'est assez intéressant de voir que si on s'intéresse à la science-fiction, on se rend compte que, d'une certaine manière, les métavers ont déjà été imaginés bien avant qu'ils n'existent techniquement. Et finalement, à quel point est-ce que l'idée de monde parallèle dans lequel il est possible d'avoir une autre vie est quelque chose qui fait partie des fantasmes fondateurs, entre autres de la littérature de science-fiction. Et je dirais que moi, en tant que psychanalyste, on pourrait se dire que le rêve, finalement, le méta-rêve est aussi quelque chose qui finalement était l'idée de se dire que nous avions en nous euh, cette dimension qui s'appelle l'inconscient, et le rêve en est une sorte de représentation visuelle. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire que l'idée qu'on puisse partager le même rêve fait pour moi, d'une certaine manière, l'idée d'un univers qui serait proche du métaverse. Mhm. Euh, En tout cas, le premier métaverse que j'ai pu connaître réellement, de manière subjective, ce fut ce monde créé dans les années 90, fin 90, qui était Second Second Life. Life. Mm. Second Life, qui est véritablement un monde qui était très étonnant, une sorte de... D'ailleurs, souvent les gens l'appelaient une sorte de jeu vidéo en ligne, mais ce n'était pas un jeu vidéo, hein, c'était une sorte de ce que certains appelleraient une social playground, Mm. l'idée que nous serions tous dans un même jardin à partager une sorte de grand bac à sable. Et c'est vrai que je me suis tout à fait intéressé en tant qu'observateur d'ailleurs, puis participant, et je trouvais délirant cette idée que nous puissions finalement investir un avatar au point, pour certains que j'ai pu rencontrer, délaisser presque le moi réel. Oui. Mais c'est vrai que voilà, cette question de, je dirais, d'univers parallèle, de ce que peut-être certains pourraient appeler maintenant des réseaux sociaux, dans lesquels on puisse exister à travers cet autre qui s'appellerait l'avatar. Mm. Et tout à fait, pour rebondir sur cette notion d'ailleurs, est-ce que en tant qu'utilisateur de Second Life et en tant qu'analyseur en gros de l'application, est-ce que vous avez remarqué des comportements? Alors, comment les gens se comportaient du coup dans Second Life, ce qui pourra aussi nous donner des idées de ce que feront les gens dans les futurs univers qui seront créés. Est-ce qu'ils se comportent comme ils sont dans la vraie vie? Est-ce qu'ils ont des attitudes complètement différentes? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que Second Life a été un véritable laboratoire, hein, de recherche. Dans le cadre d'ailleurs de l'Observatoire des mondes numériques, tout le monde y était.
Et c'était intéressant de voir que toute personne travaillant en anthropologie, même en sociologie, en psychologie, après dans le domaine des histoires de l'art, de la science politique. C'est vrai que au fond, le Second Life a été véritablement cet espace expérimental qui a permis à beaucoup de chercheurs, quasiment dans les 12 disciplines des sciences humaines, de pouvoir mieux saisir la manière dont l'être humain vivait dans ce monde-là à travers un avatar. Mm. Alors, dans le cadre, moi, d'une étude avec une étudiante, nous avions créé une consultation psychologique pour avatar. D'accord. Euh, voilà, donc nous avions choisi un avatar. Alors, c'est assez étonnant parce que j'avais choisi un avatar qui finalement était ces avatars de base que l'on proposait. Et j'ai pu déjà me rendre compte, chose que l'on perçoit déjà, c'est que lorsque on rencontrait mon avatar, c'est comme si au fond on rencontrait un être d'une très grande banalité et que donc d'une certaine manière ça pouvait servir ma cause, celle de la neutralité du psy, mais en même temps je me suis posé la question à quel point est-ce que l'apparence de notre avatar dans ce monde-là était déjà révélatrice, aussi bien dans le choix, je dirais, de ce qu'on appellerait sa cosmétique, sa skin, Mhm. déjà un révélateur de la manière dont j'ai envie de me mettre en scène. Beaucoup de gens ont parlé d'autofiction, c'est-à-dire cette mise en scène de soi à travers l'avatar. Et c'est vrai que l'avatar est Mm. comme un masque que je porte, et comme disait un peu Oscar Wilde, au fond, j'en saurai plus sur toi lorsque tu portes ton masque que lorsque tu l'enlèves. C'est-à-dire que au fond, on voyait à quel point l'être humain pris dans, d'une certaine manière, ses inhibitions, ses craintes, ses peurs, osait être cet autre qui l'inquiète tellement. Mm. Au fond, nous avons tous cette part clivée. De manière caricaturale, je pourrais dire que toute personne dite timide ou inhibée osait être, même dans le look qu'avait son avatar, être cet être totalement désinhibé, exhibitionnisme. Donc, on voyait déjà à l'œuvre cette sorte de création d'une autofiction qui permettait à beaucoup d'êtres humains d'oser se mettre en scène avec le regard des autres avatars qui venaient confirmer ou infirmer qu'on avait le droit d'être cette question. Ça veut dire que l'avatar, pour moi, est très intéressant. C'est ce que d'ailleurs je fais avec certains de mes patients qui jouent à des jeux vidéo. C'est montre-moi ton avatar. Et j'en saurais étonnamment peut-être parfois plus sur toi que lorsque tu parles. Parce qu'il y a la conscience, il y a le rapport à l'autre. Donc c'est vrai que c'était déjà très intéressant de voir à quel point il y avait une forme de désinhibition Mm. dans le choix de l'avatar. Mais il y avait aussi une désinhibition dans la relation entre avatars. On sait très bien que Second Life était quand même teinté de sexualité. Ouais. Euh, il y avait des communautés sadomaso très impressionnantes. Je me suis moi-même fait piéger par quelqu'un, puisque dans une rue, j'avais sonné à une porte, il y avait marqué à vos risques et périls. Cette personne, un SM 2.0 techniquement assez impressionnant, faisait que lorsqu'on sonnait, nous étions attachés sur une croix, totalement dénudés, et je me suis retrouvé finalement piégé pendant 3 jours. Et puis, Ah étant donné ouais. que, oui, oui, il m'avait vraiment piégé, donc petit à petit, je me suis rendu compte que à force de ne plus résister, parce que ce qui lui plaisait, c'était que je résiste, par des mots, par un dialogue, faisait qu'au bout d'un moment, il m'a lâché. Mais j'ai bien vu que, voilà, alors est-ce que cette personne, dans la réalité de sa vie, pratiquait ce genre de sexualité-là? Je n'en suis pas sûr du tout. Oui. C'est-à-dire que c'était vraiment cet espace expérimental. J'ai pu le voir avec un autre patient qui était très inquiet concernant son homosexualité. Et finalement, il s'est incarné en femme, très séduisante, où il était comme objet de désir pour d'autres hommes, comme une manière, presque une sorte d'entraînement, de capacité à affronter cette part
inquiétante qui était pour lui son homosexualité. Et puis après, il a pu s'incarner avec un look d'homme très orienté gay, bon, même si c'est plus compliqué que ça, et aller dans des communautés gays. Donc, on voyait bien comment il était possible finalement de jouer avec son identité sans forcément de règles. Donc, c'est vrai que Second Life était véritablement un espace où, d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de grandes entreprises avaient acheté leur île, faisaient des sortes de fêtes impressionnantes où les avatars pouvaient être incarnés par des célébrités réelles. Et donc, on voyait ces allers-retours qui étaient tout à fait fascinants. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quelque chose proche du rêve. Je me souviendrai d'une patiente qui m'avait raconté un rêve où elle rentrait dans un magasin où finalement il était possible pour elle d'acheter des pénis de toutes sortes de tailles. Eh bien, dans Second Life, c'était possible. Vous aviez des magasins entiers. Et pour terminer sur cette question, un moment, ma collègue m'a dit, ça serait bien peut-être que tu soignes un petit peu ton avatar en termes de visage, tu puisses le transformer. Il y avait des outils qui permettaient de remodeler son visage, Oui. mais j'étais très mauvais. Et donc, je me suis retrouvé avec une tête très inquiétante qui ressemblerait peut-être à Peter Lorre dans M le maudit de Fritz Lang, Ouais. et qui faisait que lorsque je me présentais comme psychologue pour notre recherche, les gens avaient très peur de mon visage et surtout me disaient, moi je pense que vous êtes plutôt psychopathe que psychologue. Donc c'était très intéressant et c'est finalement toutes ces rencontres qui, je trouve, m'ont permis véritablement de mieux saisir comment ces espaces étaient véritablement des espaces qui permettent à l'être humain de pouvoir justement se simuler, pouvoir peut-être même affronter des situations qui d'habitude dans le monde bien réel étaient trop inquiétantes parce que nous sommes dans l'ère de la symbolique, c'est-à-dire l'ère du faire comme si. Oui. On porte déjà un masque nous-mêmes dans la vraie vie, hein, comme vous le disiez si bien au départ. On ne se montre pas vraiment totalement. Oui, alors je ne parle pas du masque anti-Covid, mais c'est vrai qu'il C'est vrai, il y a ça aussi. y a aussi celui-là. Non, c'est-à-dire que évidemment, il y a l'hypocrisie sociale dans laquelle fait que l'on joue un rôle, mais avec des règles qui sont celles d'une forme d'autorité que l'on a, que l'on subit d'une certaine manière depuis le tout jeune âge. C'est ce que la psychanalyse appelait le surmoi, hein, c'est-à-dire le fait que l'enfant va introjecter des règles. Et puis, il y a une autre règle qui s'appelle l'idéal du moi, c'est-à-dire le fait de correspondre à un désir qui est celui de la société. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, lorsque je suis avec mon avatar dans un métaverse comme Second Life, je suis à l'abri du regard de l'autre, mais aussi à l'abri de ces instances qui, toute la journée, me tyrannisent. D'où cette désinhibition complètement délirante que l'on retrouve, entre autres, dans Second Life. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un certain risque à préférer au final sa vie virtuelle qui, justement, nous permet d'être nous-mêmes, d'être un peu plus libre, de s'exprimer plus facilement? Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque, on parle parfois d'addiction aux jeux vidéo. Moi, j'aime pas trop ce terme parce qu'en tant que grosse joueuse et ancienne grosse joueuse, je n'ai pas eu ces dérives-là. Et pour moi, ce n'est pas vraiment le jeu vidéo en tant que lui-même qui est la source du problème. Mais est-ce que sur peut-être des personnes un peu plus fragiles qui ont un vécu particulier, on ne retrouverait pas un petit peu cette volonté de rester en fait, dans le milieu virtuel plutôt que de revenir à la vie réelle? Évidemment, on a envie de se dire que plus la société est dure, compétitive, plus la société exige de nous d'être à la hauteur de ses propres idéaux, et plus la société aussi souffre de l'inactivité, du chômage, du confinement tel que nous l'avons vécu, et plus nous avons besoin d'espace où il est possible enfin de s'échapper.
c'est assez banal. Avant même qu'il y ait les métaverses ou les jeux vidéo, il y avait la lecture, il y avait heureusement des espaces où il était possible de s'incarner et d'oublier la lourdeur du quotidien, la lourdeur de son propre corps, toutes sortes de choses qui fait qu'il est important de ne pas de valoriser les espaces où il est possible euh, finalement d'avoir cet espace où il est possible de rêverie, de s'échapper, évidemment. Après, il y a évidemment le risque qui est celui de l'évitement à tout prix. Et que dans mon travail de psychologue clinicien avec des jeunes souffrant pour certains de retrait social, ce que les Japonais appellent les ikikomori, Mhm. euh, donc qui en effet peuvent être sur des jeux vidéo en ligne. Il y a un paradoxe, c'est qu'on sent bien que très tôt, beaucoup de ces jeunes ont eu d'une certaine manière un moi très idéalisé, une sorte justement de héros. Euh, Au fond, comme si l'enfant était lui-même une sorte d'avatar de lui-même. Euh, Disons les choses, quasiment 95% sont des hauts potentiels intellectuels. Et on sait très bien que souvent ces jeunes, très tôt, hein, impressionnent les parents, sautent des classes, etc. Et puis, pour des raisons d'événements de vie dans le monde bien réel, Mhm. pour des situations de harcèlement dans le monde bien réel, et parce qu'ils ont toujours été des héros et des champions, ils vont, pour certains, aller sur des jeux vidéo en ligne pour continuer le combat. La, aucun n'utilise, va consommer des drogues, parce que la drogue empêche d'être performant dans les jeux. Donc, et c'est là où c'est le paradoxe, c'est que ils ne vont pas forcément dans des métaverses comme Second Life, même si on pourrait parler après de World of Warcraft, qui a été un monde très impressionnant, mais justement pour prendre cet exemple, dans World of Warcraft, on peut, comme 98% des joueurs, y aller, rentrer dans une guilde, mais accepter l'idée de perdre. C'est pas dramatique, c'est un monde où on y passe du temps, beaucoup de temps, où se lient des relations très fortes. Mhm. La plupart des jeunes que je vois pour des problématiques d'addiction, qui sont un révélateur peut-être d'une autre problématique, ce qui les intéresse, eux, c'est la dimension compétitive. Oui. Et donc, on voit bien que finalement, nous sommes dans cette idée que l'enjeu, le game, l'emporte sur le play, c'est-à-dire sur le plaisir de jouer. Parce que dans le plaisir de jouer, on peut perdre. Et donc, on voit bien que finalement, l'addiction, ce n'est pas tant une addiction aux jeux vidéo, c'est une sorte d'addiction, entre guillemets, à la gagne, une Mhm. addiction au fait d'être toujours un héros. Et là où ça devient finalement compliqué pour eux, c'est que bah, le monde qui les entoure, le monde bien réel, les parents, les copains ou autres, se disent oui, mais finalement, ok, tu es un champion sur LoL, mais dans la réalité, ça fait maintenant 5 ans que tu ne sors plus de ta chambre. Donc, c'est toute la problématique. Et je vois bien comment, justement, un film comme de Spielberg, le dernier Ready Player One, Ouais. qui nous montre une société terriblement anxiogène, avec une grande pauvreté, avec une sorte de domination d'un monde au-dessus. Et ben, d'une certaine manière, on voit que les gens y vont pour échapper à leurs conditions, parce que le monde réel est beaucoup trop dur. Je ne crois pas qu'on en soit encore là. Mhm. C'est-à-dire que finalement, ce qui est vrai, c'est que, à l'inverse d'un Second Life, où il n'y avait pas de règles qui venaient, comme je dirais, encadrer la relation à l'autre. Dans World of Warcraft, dans LoL, quand je fais une instance ou quand je fais une partie, les règles sont claires. Au fond, nous sommes dans un monde où surtout dans LoL, où la pensée logico-mathématique, la stratégie est au cœur. Donc, c'est vrai que quand on rentre dans le détail
des différents types de métaverses, on se rend bien compte qu'il y en a où il y a moins de règles que d'autres. Et que finalement, il y a des endroits où peut-être le play l'emporte sur le game. Et c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ceux que je rencontre, finalement, qui souffrent d'addiction aux jeux vidéo en ligne, ce sont des jeunes pour qui, malheureusement, et c'est ce que j'essaye avec eux de travailler, c'est-à-dire où finalement, ce qui importe, c'est de gagner. Et ce n'est pas forcément le plaisir, et il y a l'idée de se refaire éternellement. Le métaverse n'est qu'un prétexte, mais il y a aussi certains qui sont des vrais passionnés de jeux vidéo, des hardcore gamers, et qui, eux, d'une manière globale, peuvent avoir des moments de retrait dans des jeux vidéo, mais ce ne sont pas, pour moi, des gens souffrant d'addiction aux jeux vidéo en ligne. D'accord. Non, c'est intéressant de voir un peu justement, enfin, on sait que l'arrivée de ces univers virtuels vont être liés complètement avec le monde réel. C'est le but hein, dans le futur, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on nous prédit, qu'on aura en fait à l'image d'Internet un clone, en fait, un jumeau du monde réel en Ouais. virtuel. Et c'est intéressant de voir que les actions qu'on va pouvoir avoir dans le monde réel ou dans le monde virtuel vont impacter l'un et l'autre. Et on l'avait vu notamment dans Second Life, que certaines personnes avaient, voilà, on parlait de sexualité, etc., avaient potentiellement des amants virtuels qui ont provoqué des divorces dans la vie réelle. Donc, on est vraiment sur une limite très, très floue, au final, entre les deux univers. Oui, alors, c'est cette question, en effet, de se demander, oui, cette anecdote qui, en effet, j'ai pu en entendre parler, c'est-à-dire comment des rencontres virtuelles pourraient bouleverser, d'une certaine manière, sa vie bien réelle, et entre autres la question de la vie amoureuse. Mais c'est vrai que c'est un piège aussi, parce que d'une certaine manière, même si j'ai pu connaître des personnes qui, pendant plusieurs années, ont vécu des relations amoureuses entre autres dans Second Life, ou même sur des sites de rencontres, hein, sans forcément rencontrer l'autre, l'évitement de la rencontre réelle en IRL, in real life, est une manière aussi peut-être de continuer non pas à vouloir investir l'autre, mais à investir la relation amoureuse. Je dis parfois ironiquement que finalement, Emma Bovary aurait adoré certains sites de rencontres ou pourquoi pas Second Life, c'est-à-dire que ce qu'elle aimait, c'était avant tout l'amour, ce n'est pas forcément l'autre. Ouais. Et donc, on voit bien que le romantisme, d'une certaine manière, est très fort parce que, justement, cette position très idéalisée qui fait que ce qu'on surinvestit, c'est finalement plutôt la relation. C'est comme s'il y avait cette idée étrange que nous rencontrons dans notre métier, c'est-à-dire qu'il y a des transferts amoureux très forts, comme un patient vis-à-vis de son psychanalyste, puisque son psy, comme une page blanche, sur lequel le patient écrit quelque part son symptôme, ses joies, ses peines, eh bien, c'est parfois ce que l'on perçoit. Et c'est une des raisons pour laquelle la rencontre en IRL est parfois teintée de désillusion. Et que donc, c'est comme une deuxième rencontre où finalement, on va rencontrer l'autre dans ce que ça veut dire avec son corps. Et c'est pour ça que la relation parfois virtuelle est très hystérique. Parce que ce qui plaît à l'hystérique, c'est pas tant la relation réelle, c'est la tension érotique qui est celle finalement je dirais, des premiers temps, des préliminaires d'une certaine manière, cérébraux. Donc cette forme de surinvestissement du plaisir cérébral est parfois source de beaucoup d'excitation, mais on peut aussi à nouveau chercher à y rester à tout prix pour éviter véritablement de rencontrer l'autre. Après, le fait que quelqu'un va… J'ai eu un patient qui avait des infidélités dans certains mondes virtuels, était pour lui une manière d'éviter les infidélités dans le monde bien réel.
parce que c'était une forte tendance en lui. Et finalement, d'une certaine manière, est-ce que ça venait enrichir sa relation avec sa femme réelle? Il semblerait que oui, mais comme peut-être d'autres, au contraire, ça va venir comme révéler le fait que finalement, la relation de couple était déjà entachée de grands Ouais. problèmes, à l'image de gens qui, au moment où ils doivent aborder certaines discussions dans le couple, vont ouvrir leur portable comme une manière de dire, oulala, je sens que ça va être très compliqué. Donc, c'est sûr que, en effet, je ne crois pas, parce que ça irait paradoxalement dans le sens de se dire que le virtuel, quelque part, serait plus fort que le réel, ce qui est vrai chez certaines personnes qui, en effet, ont déjà préalablement des inquiétudes, des angoisses, des tristesses, où le virtuel viendrait comme combler quelque chose qui est défaillant dans le monde réel. Euh, j'ai eu l'occasion dernièrement d'être interrogé par une agence qui s'appelait Freud, d'ailleurs, qui travaillait pour Google et dont la vocation était de comprendre ce qu'était le concept de bonheur virtuel. Mm. C'était très inquiétant parce que finalement, on voit bien aussi comment certains constructeurs de ces mondes-là souhaitent que nous puissions trouver dans les mondes virtuels, dans les métaverses, des espaces qui finalement euh, nous apporteraient beaucoup plus de bonheur que dans le monde réel. Et ça fait froid dans le dos, parce Mm. que je pense que quand vous écoutez même certains grands patrons des GAFAM, ce sont des gens qui veulent notre bonheur. Derrière, il y a une logique économique aussi, hein, ne Oui. soyons pas naïfs, mais c'est aussi cette idée que plus le monde réel ira mal, et plus au lieu de peut-être affronter avec ce que ça veut dire comme échec le monde réel, eh bien, nous irons dans des espaces virtuels pour justement, quelque part, baisser les bras. Alors, c'est vrai que le film Ready Player One est excellent parce qu'il montre bien comment il y a ces idées que finalement, à la fin du film, le virtuel vient venir enrichir le réel. Mm. Et je pense qu'à la base, c'est ce que, idéalement, le virtuel devrait être, c'est-à-dire un espace où il est possible, justement, de ne pas avoir peur de la rencontre IRL, de la rencontre bien réelle. Et c'est idéalement ce à quoi devrait servir le virtuel, tout en sachant que oui, on a le droit aussi d'espaces de récréation, comme les jeux vidéo en ligne, parce qu'on en a besoin aussi. Mais Mm. faisons attention à ne peut-être pas confondre récréation et un évitement au point de s'y perdre. Et justement, on l'aborde ici, on l'abordait aussi au début de l'entretien. Euh, il y a une dimension sociétale forte et éthique qui est très forte. Quels seraient du coup un peu les codes, les contraintes qu'il faudrait mettre en place dans ces univers virtuels pour éviter qu'il y ait trop de dérives? Donc là, on a parlé d'avoir des espaces récréatifs, on va dire, pour pouvoir un peu faire ce qu'on veut et on va dire libérer la soupape de Ouais. décompression. Mais est-ce que vous voyez peut-être d'autres choses importantes, d'autres lignes à mettre en place pour éviter justement des soucis? C'est très compliqué puisque, pour anecdote, lorsque World of Warcraft est arrivé, qui est un jeu exceptionnel, j'ai moi-même joué d'abord au premier Warcraft, j'ai adoré la mythologie warcraftienne, et j'ai tenté World of Warcraft. Alors, de manière très personnelle, ça ne convenait pas parce que Mm. j'aime d'autres types de jeux, plus narratifs, même si on pourrait dire qu'il y a une forme de... Chacun y met sa propre narration. Et on commençait à voir, en tout cas moi je me suis retrouvé à commencer à avoir des appels de parents, à l'époque c'était plutôt des parents, dont le jeune avait disparu. Et à l'époque, vous aviez beaucoup de cybercafés. Oui. Vous aviez des salles spécifiques pour vraiment les gros joueurs qui étaient souvent en sous-sol. Et là, on a pu voir des jeunes qui, depuis un mois, ne faisaient plus que cela. Et c'est vrai que sans aucun jugement, et au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre
qu'est-ce que ça vient dire de l'humain, pour prendre conscience que petit à petit, oui, il y avait dans ce jeu un espace addictif dans le sens de sa qualité, mais il y avait une sorte de rencontre étrange entre des éléments addictogènes, comme par exemple la persistance du monde, c'est-à-dire au fond l'idée qu'un monde ne s'arrête jamais, le fait que peut-être, alors ça c'est un autre point de vue, qui n'est pas toujours en lien avec la qualité d'un grand jeu, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé la boulimie digitale, c'est-à-dire que beaucoup de quêtes sur World of Warcraft, d'un point de vue scénaristique, sont un peu pauvres. Tu vas tuer 3 cochons là-bas, bon. Et finalement, la question, c'est que petit à petit, je voyais des gens qui, toute la journée, faisaient du farming, donc ils ne faisaient que cumuler des items, comme une sorte de moyen de remplir quelque chose, vous voyez. Et donc, c'est sûr qu'il y avait cette rencontre étrange entre un individu qui, à un moment, pris peut-être dans un sentiment de vide, avait besoin de faire du farming, euh, et je n'y voyais pas la qualité. Alors, dans le cadre d'une commission européenne qui s'appelait la Internet Safer Commission, j'avais été et j'avais rencontré le directeur général de Blizzard Monde. Et étant donné que j'avais écrit un article en anglais, il était au courant de mon travail. Mais la rencontre fut très sympa et je lui ai évoqué que je pensais que c'était un signe, en effet, d'une évolution nécessaire de notre société. Mais peut-être que moi, en tant que clinicien, je soignais des jeunes qui représentaient une toute petite minorité. Et je me suis demandé à quel point est-ce que Blizzard ne pouvait pas être attentif à ces jeunes-là. Et je lui avais proposé de créer des sortes d'avatars psy. Donc, vous voyez, parce que j'avais travaillé sur Second Life. Et donc, Oui. je me suis rendu compte que, vous savez, ils ont des moteurs qui leur permettent de savoir combien de temps les gens se connectent, à quelle heure, etc., plus pour des raisons de marketing et puis pour affiner leur jeu. Et donc, il y avait l'idée même que cet avatar aurait un code couleur qui est celui des gens qui sont là normalement pour réparer les bugs. Et finalement, de dire, tiens, Blizzard est attentif au fait que ça fait maintenant 5 mois que je me connecte 15 heures par jour et que peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal. Et il m'a dit, écoutez, Michael, c'est très sympathique, mais imaginez, alors que j'incarne un elfe de la nuit, j'ai pas envie de voir arriver juste à côté de moi un psy, un avatar de Freud. Alors, je comprenais sa réponse et parce que c'était aussi l'idée de reconnaître une potentialité de jeu problématique pour certains jeunes. Oui. Et en même temps, connaissant un peu les joueurs, je savais que si je choisissais tel avatar avec tel rôle, c'était pas forcément parce que je faisais du roleplay, parce que les serveurs de roleplay étaient très rares. C'est simplement que j'aime bien son look et qu'il a des compétences qui m'amusent et qui me permettent d'intégrer une guilde. Donc voilà, la question étant que cette idée que certains ont des moments peut-être très longs parce que, vous savez, maintenant les joueurs ont vieilli et je dirais que moi, je reçois maintenant des gens qui ont plus de 30 ans Oui. et qui ne sont plus envoyés par leur maman, mais par leur conjointe, entre Oui. autres. J'ai des gens même des gens très seuls. J'en ai un dernièrement, il a passé 10 ans de sa vie, au point où même il me racontait à quel point il était allé faire un tour au bois de Vincennes et que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas senti l'herbe sous ses pieds. Donc c'est vrai que faisons attention à ne pas penser que parce qu'il y a ce type de jeunes, ces espaces-là, ces métaverses, sont toxiques, bien au contraire. Mais on pourrait se dire que peut-être dans un futur qui serait un peu inquiétant, on peut imaginer, peut-être en réalité virtuelle, que de plus en plus d'êtres humains voudront à tout prix éviter de se confronter à leur propre corps, de se confronter à la relation à l'autre, parce qu'elle est teintée d'inquiétude et que donc ça va devenir finalement des sortes d'évitement 3.0 qui permettrait justement de trouver un moyen d'exister autrement. Donc, en fait, il faudrait presque agir sur le réel
enfin, plus agir sur le réel pour éviter les soucis en virtuel. Quand on parle de la relation au corps, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur l'aspect physique, il faut répondre à certaines normes dans les magazines, etc., même si on fait beaucoup d'efforts. Donc, je prends cet exemple-là spécifiquement parce que ça m'y fait penser. Mais au final, il faudrait presque travailler plus sur le réel pour éviter des dérives en virtuel, pour éviter que les gens aient envie en fait, d'aller se perdre dans ce modèle qui est plus gratifiant pour eux. Alors, c'est très étrange parce que finalement, mon travail consiste dans un monde bien réel, euh, avec un patient qui peut être ou en face à face ou sur mon divan, ensemble de faire un travail d'affrontement virtuel à travers la figure du père, de la mère. Hein. On est toujours dans ces problématiques de gens qui ont une défaillance dans leur capacité à accepter le réel, à le supporter, à pouvoir accepter même la question de l'échec, mais pas que l'échec dans le cadre du jeu. Nous sommes confrontés dans notre vie à des séparations, à des abandons, à des échecs, et comment est-ce que nous pouvons le supporter? En effet, dans un contexte économique, social, culturel, qui peut finalement nous permettre, d'une certaine manière, de mieux être aidés et mieux d'affronter les choses. Ce qui est vrai, c'est que finalement, c'est comment est-ce que, et ça rejoint un peu cette idée, c'est comment la relation virtuelle pourrait me permettre de vivre mieux le monde réel. Donc je dirais que faisons attention, oui, si le monde devient de plus en plus chaotique, si le monde devient de plus en plus dur, ce qui parfois malheureusement est une tendance qu'on perçoit, que cette question d'un idéal de réussite à tout prix a tendance à nous tyranniser et à nous rappeler à quel point nous ne sommes pas à la hauteur. Et en même temps, c'est vrai, nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à aimer le réel. Mais je dirais que lorsqu'on commence à travailler, par exemple, sur la génération Z, donc des gens qui sont nés bien après 2000, eh bien, c'est une relation avec peut-être plus de désillusion. Et j'ai l'impression, je l'ai perçu d'ailleurs étrangement avec cette sorte d'expérimentation en grandeur réelle que fut le confinement, à quel point on a besoin du tactile, on a besoin de la relation à l'autre pour se sentir en contact, exister par rapport à l'autre. Nous sommes des êtres de 5 sens. On peut avoir du plaisir à surinvestir la relation de l'audition et du visuel, mais il y a 3 autres sens qui nous permettent de nous sentir unifiés et d'aborder le sentiment de présence à l'autre. Rien de pire que ces relations par Zoom, même si Oui. voilà, je vous vois, c'est sympa, mais je ne vois qu'une partie de vous. Donc, c'est vrai que oui, d'un côté, il y a les innovations technologiques, puisque l'haptique, donc la question de pouvoir techniquement revivre quelque chose du toucher avec toute la complexité de ce que ça implique de prendre un objet, avance. Et on peut imaginer, comme dans le film, que nous allons voir peut-être un jour des tenues entières qui vont nous permettre de pouvoir nous toucher sans nous toucher réellement, avec une finesse de la caresse. On peut imaginer en effet que la sexualité peut-être sera augmentée. Et c'est évident que sans être dans une particularité, je dirais, qui est celle d'un humain dans un monde bien réel avec une tendance un peu vieux con, je crois que justement, pour parler de sexualité, ça serait une sexualité peut-être d'ailleurs quelque part très idéalisée. Et à nouveau, cette idée que dès qu'on serait confronté au monde bien réel, on ne serait que déçu. Et donc, c'est ça qui peut-être me fait peur, alors que justement, ça serait aller dans le sens de cette idée qu'il faudra à tout prix que nous soyons dans un monde très idéalisé grâce à la technologie. Je pense que ce sont aussi les ratés, ce sont aussi tout ce qui fait l'être humain, cette difficulté d'approche de l'autre. C'est aussi ces moments-là qui font que nous sommes des humains
et qui font que voilà, on apprend parfois dans l'échec à quel point est-ce que la relation à l'autre est une relation très riche. C'est ouais, tout à fait, complètement. Et j'aimerais rebondir sur la notion d'avatar, dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Heu, il y a pas mal de discussions, en cours en ce moment sur, la possibilité d'avoir, un ou plusieurs univers virtuels et de la représentation que l'on va avoir dans ces mondes-là. Et donc la question se pose, au niveau technique, de savoir si on aurait un avatar par, monde virtuel différent ou un avatar transverse qui serait en fait le même d'un univers à l'autre. Et je pense que enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aurait une tendance? Est-ce que, ce serait mieux d'avoir l'un ou l'autre? Je ne sais pas, est-ce que ça serait bien de… Moi, j'ai tendance à penser qu'au contraire, c'est intéressant d'en avoir plein des avatars et de jouer avec ces multiples identités, même si on remarque qu'en général, par exemple, pour parler des gamers, ils ont souvent leur pseudo, qui est Mmh. toujours le même et qui a un attachement qu'évidemment, dans un MMORPG, parfois j'ai passé 10 ans, parfois plus avec mon propre avatar, mais on remarque que parfois ils peuvent en avoir plusieurs. Euh, et que cette question de cette sorte de laboratoire de quête identitaire où chaque avatar serait comme une facette. Alors, je vous dis ça parce que moi, j'ai dirigé la cellule psychologique des Skyblocks pendant 7 ans. Mmh. Et je me souviens toujours de cette idée que, à l'époque, les ados, c'était un réseau très ado, les ados n'avaient pas un seul blog, mais parfois on avait plusieurs. Mmh. Et l'adolescent est comme un être multifacette, où chacune des facettes peut se mettre en scène. Donc, la facette sombre, la facette culture, la facette sexualité, la facette d'une très grande banalité qui ressemble à Facebook. Euh, et que donc chacune de ces facettes pouvait se mettre en scène de manière assez séparée. Et les clics, les likes, les commentaires venaient confirmer ou infirmer. Alors c'est vrai que l'adolescent est peut-être un âge où la construction de l'image de soi, ce que les sociologues appellent le véhicule social, est tout à fait important. On veut quitter cette perception que nos parents avaient de nous pour aller du côté de nos pères, chose qui Oui. s'est toujours fait dans les cours de récré, dans les booms ou dans les classes. Et finalement, il y avait cette idée tout à fait passionnante et intéressante, mais avec une dimension qui était assez exigeante concernant les Skyblocks, c'était l'exigence de créativité. Et c'est ça peut-être, d'après moi, un des avenirs très intéressants, c'est qu'on nous fournisse plus d'outils de créativité. Il y a en effet des espaces de jeu, mais les espaces créatifs sont aussi tout à fait nécessaires, pas que d'ailleurs pour les ados, mais pour tout un chacun, c'est-à-dire que finalement, voilà, les gens qui créent ces métaverses nous disent, voilà une feuille blanche, on vous donne plein de crayons, amusez-vous, dites-nous qui vous êtes. La plupart du temps, on a déjà, d'une certaine manière, un peu à l'image peut-être de certaines idées, que la figure que l'on représente est déjà terriblement, je dirais, définie. Et que donc, il y a peut-être moins d'espace de liberté. C'est pour ça que Second Life était tout à fait génial, parce qu'on pouvait avoir des avatars complètement délirants. Mmh. Vous avez des gens qui avaient des mi-hommes, voilà. Moi, d'ailleurs, il y avait un moment, il y a eu la mode où des gens s'incarnaient en animaux, des gens s'incarnaient en transsexuels. Il y avait énormément en hermaphrodites. C'était complètement fou. Et c'est vrai que c'est là où plus on nous donne des outils de créativité, peut-être à l'image des Sims, qui est un jeu tout à fait génial, où on peut aller très très loin dans la création de son avatar, comme une sorte de double ou comme une ombre, mais le double étant justement à nouveau cette fameuse zone dans laquelle on a envie de flirter avec la limite des interdits, mais justement, dans ces espaces-là, c'est possible. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il
il faut que les gens d'abord seraient libres, idéalement, de se dire que je peux garder mon avatar comme je peux, pourquoi pas, imaginer que dans des lieux différents, et peut-être même avoir plusieurs avatars dans le même lieu, comme une manière de pouvoir se dire, tiens, aujourd'hui, j'ose être un vampire, peut-être parce que toute la journée, on m'a vampirisé. J'ose être cet homme alors que je suis une femme parce que j'en ai un peu marre qu'on me rappelle sans arrêt que je ne suis qu'une fille, etc., etc. Donc, je crois que, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, le jeu vidéo, entre autres, ou c'est peut-être ces métaverses sont des espaces de récréation dans le sens d'une recréation de ces tensions, de ces frustrations, de ces angoisses, de ces tristesses dans lesquelles il est possible de pouvoir oser ce que je n'arrive pas à être dans le monde bien réel. Et alors, si on va un petit peu plus loin, dans la définition des métaverses qu'on peut avoir, notamment en réalité augmentée, on parle de ville augmentée, enfin de ville intelligente où tous les services donc, seraient à disposition. On aurait tous des lunettes de réalité augmentée qui nous permettraient d'avoir des tas d'informations dans tous les sens. Pour revenir un peu sur cette notion, j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux arriver tout ce qui est éléments de mode via les NFT. Donc, on peut porter une veste particulière, un élément de vêtement ou autre. Du coup, toujours pour rester dans cette notion d'avatar, parce qu'elle est extrêmement intéressante, je trouve. Oui. Là où dans un univers virtuel en 3D, on peut effectivement se créer un personnage à part entière. On parlait de choses totalement rocambolesques. On voit notamment dans VRChat des parts de pizza ou des hot dogs. C'est assez rigolo. On parle avec des persos complètement différents. C'est un petit peu déstabilisant au départ d'ailleurs. Est-ce que du coup, voilà, dans cet enchevêtrement de réel et de virtuel, où là, pour le coup, les deux vont se superposer, est-ce qu'on arrivera quand même à faire cette différence? Est-ce qu'on pourra autant, étant donné qu'on aura toujours notre corps réel, mais avec juste des éléments virtuels superposés, est-ce qu'on aura toujours cette possibilité d'exprimer nos autres facettes, ou est-ce que c'est vraiment réservé au fait d'avoir une enveloppe en fait complètement 3D qui est différente et totalement détachée de nous-mêmes? Alors, donc, là, votre question porte sur peut-être le futur, entre autres, des métaverses à travers l'utilisation ou de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. C'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Bon, il est évident que la question d'univers en réalité virtuelle qui existe déjà un peu à travers ces fameux chats, qui montrent d'ailleurs que les gens parfois ont un grand sens de l'ironie, tout en incarnant une pizza ou toutes sortes d'éléments, d'être un meuble. Et au fond, c'est très amusant, en effet, cette question, c'est qu'on voit bien comment l'humour est essentiel comme une manière aussi de se dire qu'on en a marre de ressembler à ces figures complètement idéalisées de force et de puissance, et que voilà, justement, l'auto-ironie est comme une manière, d'ailleurs, qui est très pratiquée par beaucoup de jeunes actuellement, comme une manière comme un pied de nez à ces idées de monde dans lequel on ne peut être que des héros ou des femmes incroyablement belles, etc. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est terriblement bluffant et en même temps, pour peut-être inquiétant dans le monde de réalité virtuelle, c'est en effet cette idée que je suis dans une image. Je me retourne et je continue à être dans une image et que finalement, petit à petit, un des grands plaisirs de l'être humain, c'est justement ce que moi j'appellerais la transmodalité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une correspondance entre nos 5 sens. Je reviens sur cette idée-là. La question étant qu'à un moment, eh bien, on s'est rendu compte que la question de ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire prendre compte que je suis bien l'auteur d'un acte, est très défaillante. Dans beaucoup de jeux qu'on propose en réalité virtuelle, souvent, je ne vois pas mon corps. Oui. Et c'est assez inquiétant au bout d'un moment. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment moi? Donc, il y a cette sorte de déréalisation avec laquelle on peut jouer, mais petit à petit, on voit bien que finalement, on est quand même dans un espace qui peut aussi nous aliéner.
peut-être est un peu aliénant dans l'idée que justement, je ne veux plus exister. Alors, c'est vrai que je recite Spielberg qui avait dit qui lui a connu les jeux vidéo des années 80-90, un peu du rétro gaming. Il disait que oui, il était un peu inquiet que si on imagine maintenant des nouvelles salles de cinéma où les gens viendraient et mettraient des casques de réalité virtuelle, comment faire pour le premier flirt avec sa copine? C'est impossible de se faire un bisou Ouais. avec son beau casque. C'est compliqué. Mais je peux lui tenir la main. Mais en même temps, je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est que c'est une prouesse technologique très impressionnante. Et j'ai travaillé avec une société dont j'ai été un des fondateurs qui s'appelle Manzalab, qui maintenant organise des salons totalement réalité virtuelle, des rencontres, Team You et Team You. compagnie. Voilà, Team You. Et donc, c'est vrai que c'est un gadget impressionnant pour des choses très opérationnelles, par exemple des militaires, des ingénieurs qui veulent se retrouver. Et là, il est possible de rentrer dans une usine et de voir où serait le problème et de travailler ensemble sans forcément se déplacer. Mais comme toujours, je repère aussi le défaut par rapport au fait que, étonnamment, ce sont parfois ces petits à côté. C'est-à-dire, je le vois à travers un de mes patients qui ne fait que du télétravail, parfois avec des casques de réalité virtuelle, mais il me dit, voilà, finalement, souvent, quand on a terminé une séance de travail, on se retrouve autour d'un café, et c'est étonnamment souvent dans ces moments-là qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se dire quelque chose. Il n'y a plus véritablement de temps informel. Et ce que je crois, c'est que c'est aussi cette temporalité, cette forme de cette idée que finalement, au bout d'un moment, le sentiment de présence, mais aussi le sentiment de ce qu'implique l'intimité dans une relation est de plus en plus évité. Donc, oui, il y a des choses que je trouve tout à fait belles. J'ai eu l'occasion de tester des espaces très poétiques. Je le perçois et je pense que les artistes contemporains, l'art numérique est une manière tout à fait intéressante de pouvoir jouer avec ces codes-là. Et en même temps, ça me fait froid dans le dos, l'idée que nous puissions être dans des espaces où petit à petit, finalement, comme je l'ai évoqué à travers une dérive, qui serait celle d'un monde en réalité virtuelle, où petit à petit, il est possible enfin de se rendre compte que nous n'avons plus de corps et que finalement l'autre n'existe que comme une image. Donc voilà, c'est la dérive. Après, concernant la réalité augmentée, je dirais que je l'ai rencontré comme beaucoup de gens de manière grand public avec Pokémon Go, Ouais. qui était quand même un jeu totalement bluffant, qui d'ailleurs continue à fonctionner, où des gens se retrouvent entre eux pour faire des combats. J'ai trouvé ça tout à fait génial parce que je me souviens, les médias disaient à l'époque, mais encore un jeu qui enferme les jeunes. Eh bien non, c'est un jeu qui permettait qu'en famille, on aille chasser le Pokémon. Je me souviens que j'étais tellement accro que j'ai une fois eu un Pokémon sur mon divan de psychanalyste et je trouvais ça très amusant comment finalement cette superposition permettait de faire que finalement on pouvait jouer non pas avec simplement dans un monde virtuel, mais avec les codes du réel. C'est-à-dire, il y a des murs, il y a des jardins, il y a chez moi, il y a mon divan de psychanalyste. Et entre deux patients, je me suis retrouvé à chasser un Pokémon sur mon divan. Et j'aime bien cette idée justement de pouvoir faire qu'on puisse jouer, qu'on puisse en effet créer ces fameuses passerelles où virtuel et réel s'enrichissent l'un et l'autre. Je trouve que là, c'est plus intéressant. Et comme toujours, je reviens à cette idée que le virtuel doit enrichir le réel et pas l'inverse. Et dès que j'ai perçu l'inverse, malheureusement, j'y ai vu des pathologies. Les objets de surveillance que beaucoup de parents peuvent avoir en achetant une montre connectée à leurs enfants. Le fait que je veux correspondre dans la réalité au filtre Instagram. Petit à petit, on voit comme ça, à travers des exemples, que finalement, dès que la personne veut correspondre à un espace virtuel, on rentre dans une pratique qui est parfois plutôt inquiétante.
Ouais, donc au final, la réalité augmentée serait peut-être un peu moins problématique parce qu'on garde ce rapport au réel. On peut toujours, interagir avec les autres, on peut toujours se toucher et cetera, mais de manière, plus enfin, de manière augmentée, on va dire. On garde ce lien au réel, mais avec des éléments virtuels, mais qui viennent enrichir l'expérience plutôt que la pas la dénigrer, mais l'altérer, on va dire. Et du coup, donc ma dernière question sera donc pour vous, dans un futur, idéal, on va dire, comment est-ce que vous envisagez les choses justement entre ce rapport, réel, virtuel, quel serait votre idéal dans un futur plus ou moins proche, hein? On peut aller très loin, il n'y a pas de limite. D'accord. Bah, écoutez, oui, alors c'est vrai que lorsqu'on commence vraiment, alors ça fait 20 ans que je travaille sur ces phénomènes numériques, sur cette question du virtuel, et je dirais que je vois une évolution. Je vois une évolution, j'ai envie d'imaginer un futur où quelque part le virtuel devienne une sorte de marque blanche, comme on dit. Quelque chose qui nous permette sûrement de nous aider, de jouer, de pouvoir aussi avoir des vertus peut-être qui puissent mieux comprendre sur des échelles très importantes ce que l'on voit en météo, dans le domaine d'études épidémiologiques. Mais je peux voir aussi évidemment comment on peut aussi y voir des formes de dérives ou quelque part, et disons les choses, ne soyons pas naïfs, Mmh. pour des logiques purement économiques, où la question de l'éthique est complètement balayée, on commence à se rendre compte que finalement, euh, Amazon a produit peut-être un des embaucheurs privés les plus importants au monde, mais en même temps, quand on voit les conditions des livreurs, les conditions de tout ce qui se passe, ça devient inquiétant aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, justement, à nouveau, il ne s'agirait pas que de manière dans une forme de dystopie, et je suis un grand fan de la série Black Mirror, qui, d'une certaine manière, nous montre les dérives. Alors, Oui. chaque épisode nous coûte, mais c'est important de se confronter au fait qu'il peut y avoir potentiellement des dérives et qui sont très inquiétantes, qu'on commence à observer déjà même dans un pays comme la Chine, Mmh. où on voit à quel point les gens se doivent d'être likés par le gouvernement pour pouvoir faire telle ou telle chose, pour correspondre à une ligne. Donc c'est vrai que finalement, la dystopie telle que Orwell l'a imaginée, parfois peut arriver, et je crois que on peut imaginer que les trolls, le trolling, va devenir un avenir tout à fait intéressant, puisque peut-être ce seront les derniers résistants qui, quelque part, mettront à mal certaines règles Mmh. politiques avec un point de vue économique où l'éthique est complètement balayée. Donc moi, j'ai tendance à penser que déjà, actuellement, pour préparer le futur, il faut avoir un point de vue critique, dans le bon sens du terme, pour justement préparer l'avenir. Il faut faire attention. Je pense qu'il faudra créer de plus en plus de comités d'éthique sur chaque innovation technologique. Mmh. En France, nous avons la CNIL, et heureusement qu'elle est là, parce qu'elle permet de pouvoir mieux saisir comment tel objet peut mettre à mal, pas simplement les RGPD, mais aussi l'humain, et aussi avoir une vertu qui réduirait l'humain à un consommateur, qui réduirait l'humain à simplement un algorithme. Et c'est vrai que j'ai envie d'imaginer que dans une société future, le like disparaîtrait parce que cette idée de faire du ranking autour de l'amour, entre autres, autour de la relation à l'autre, est terrible et Ouais. engendre beaucoup de souffrance. Donc, je crois qu'il faudrait que, chose qu'on commence à voir peut-être chez certains nouveaux types de réseaux sociaux, où finalement, on, on a envie aussi de se dire que il faudrait peut-être dans le futur que le virtuel ne soit là qu'au service d'un monde bien réel, même s'il est parfois pas évident à affronter, c'est aussi comme cela que l'on peut avancer. J'ai envie de vous dire que ma création de l'école des héros chez des jeunes qui n'étaient plus que des mois virtuels, je leur ai proposé de se retrouver dans un monde bien réel et en créant un jeu vidéo.
Donc, leur création est un acte réel pour un objet virtuel. Et en même temps, je peux vous dire qu'étonnamment, c'était des êtres qui avaient développé une phobie sociale intense. Et puis, très rapidement, ils sont complètement devenus accros à un monde bien réel où ils se retrouvaient les uns à côté des autres pour pouvoir créer ensemble un jeu. Et je pense que n'oublions pas que, on l'a vu avec le confinement, que quand on se retrouve uniquement derrière son écran pendant autant de temps, eh bien nous-mêmes, nous pouvons avoir des formes de phobie sociale où le monde autour devient menaçant. Ouais. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur du réel parce que justement, il faut nous aider à nous préparer à pouvoir se dire qu'on peut vivre des expériences aussi dans le monde réel. Parfait. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Michael, pour cette intervention. Et, Merci. et voilà, j'espère que ça fera écho, hein, à nos différents viewers.